Bonjour à tous, j'espère que vous voyez mon écran, que j'ai pas fait de bêtises dans le partage. Alors, bienvenue dans cette session planification et prévision, les métriques Kanban à la rescousse. Donc, petite information pratique, les slides sont déjà disponibles sur mon site, kuja.fr, et Soufiane va partager le lien dans le chat. Donc, n'ayez pas peur, vous aurez tous les slides, vous les avez déjà. Alors, allons-y. Je me présente rapidement, je m'appelle Sébastien Goudwin, je suis formateur et coach agile depuis 2012 et je me spécialise dans la méthode Kanban. Je suis notamment formateur accrédité Kanban University et je suis aussi coach Kanban. Donc, au quotidien, moi, j'accompagne les équipes et puis aussi les programmes jusqu'à 150 personnes, tant en France qu'à l'international. Et après 20 ans dans une grande entreprise française, j'ai créé ma petite entreprise l'an dernier. Voilà pour me présenter. Alors, le sujet du jour, avant de se lancer dedans, un petit avertissement, c'est je vais vous présenter une approche très qualitative aujourd'hui, ok, dans un but pédagogique. Donc, il faudra faire attention parce que je vais faire de grosses simplifications. Alors, il y a des gens, il y a des experts, il y a des auteurs qui vont dire Sébastien, tu n'as pas le droit de dire ça, c'est dangereux, faut surtout pas le faire. Oui, je le sais, mais il faut commencer par quelque part. Et je vais vous présenter des choses simples. Et dans la suite de la présentation, je vous indiquerai les pièges et les limites auxquels il faut faire attention. OK? Donc, je sais que c'est qualitatif. Il y a d'autres approches qui sont possibles, notamment des approches quantitatives. Mais celles-là, les approches quantitatives, c'est bien de connaître la base avant d'y aller. Donc, en fonction de votre contexte, si vous avez un contexte où il y a des forts enjeux, notamment avec des contrats, des pénalités, des choses comme ça, je vous conseille de partir sur des méthodes plus quantitatives et plus évoluées. OK. Et donc, dans les annexes des slides, vous aurez les références bibliographiques sur tout ce qui est planification avec les métriques Kanban. OK, voilà pour les avertissements. Petite introduction. Alors, la genèse de cette présentation, c'était en 2013. Je travaillais sur un projet d'infrastructure pour migrer les utilisateurs d'une compute farm, à peu près un millier d'utilisateurs qui faisaient de la CAD, sur une compute farm plus grande. Grosso modo, aujourd'hui, on dirait migrer des utilisateurs vers le cloud. OK. Et en mars, fin mars, début avril 2013, il y a mon programme manager qui dit on aurait fini dans 3 mois, le projet est fini à 90%, on aurait fini dans 3 mois. Donc, on a presque marqué. Euh, Moi, je n'étais pas très à l'aise en tant que project manager parce que ma perception, c'était plutôt oui, on avance bien, mais on va rater, on va rebondir sur le cerceau, mais on ne va pas faire la date de dans 3 mois. Et on n'est pas à 90%. Par contre, j'étais très embêté parce que on avait beau avoir du project management traditionnel avec des réunions, avec des minutes, des fichiers de suivi et beaucoup de métriques. J'arrivais pas à avoir quelque chose de palpable pour étayer ma perception que non, on finira pas dans 3 mois et non, on n'est pas fini à 90%. OK. Et c'est là que j'avais de la chance à cette époque-là parce que 2, 3 semaines avant cette communication du programme manager auprès du management, j'avais fait une formation Kanban. Donc, du coup, j'étais encore très frais de la méthodologie Kanban et je me suis posé des questions. Et le premier rapport de Kanban, ça a été de réfléchir, oui, mais qu'est-ce qu'on manipule vraiment dans ce projet et c'est quoi la vraie métrique d'avancement? Ok, c'est quoi la granularité des éléments sur lesquels on avance? Parce que typiquement, là, nos métriques, le nombre de serveurs, c'était pas ça. Le nombre d'utilisateurs, c'était pas ça. Et en réfléchissant un petit peu, en fait, la vraie granularité, en fait, c'était le nombre d'équipes, c'était les équipes migrées. Parce qu'en fait, on ne migre pas un serveur, on ne migre pas un utilisateur en isolation. En fait, on migre une équipe avec toutes les personnes et toutes leurs données dans un paquet. Donc, la vraie granularité, pour nous, notre projet,
il fallait se poser la question. La vraie granularité, c'était les équipes. Donc, du coup, j'ai mis en place une métrique phare de Kanban qui s'appelle les cumulative flow diagrammes ou diagrammes de flux cumulés pour mesurer l'avancement. Et, et voilà le graphe. Le graphe. OK. Donc, du coup, comment on lit ce graphe? Alors, vous avez l'axe des temps. Sur l'axe des X, c'est les temps, donc 2012-2013 avec les semaines, donc W pour les weeks. OK, donc ça, c'est l'axe des X. Et en l'axe des Y, on va compter le nombre de choses qu'on fait. Donc, nous, c'était les équipes. Pour vous, si vous avez un projet d'ingénierie logicielle, ça sera peut-être les user stories ou les fonctionnalités. Si vous êtes dans une activité de service, par exemple dans les RH, peut-être que c'est les recrutements, le nombre de recrutements que vous faites. OK. Et si vous êtes dans l'assurance, peut-être que c'est le nombre de dossiers de sinistres que vous êtes en train de traiter. OK. Donc, l'axe des Y, c'est le nombre d'équipes qu'on est en train de traiter. Et on a notre processus. Donc, avec les différentes étapes du processus. Donc, tout en haut, on a la première étape, qui est les choses, qui sont les choses à faire, avec les différentes étapes de notre processus jusqu'au terminé. OK. Donc, les différentes couleurs, c'est nos étapes du processus. Et donc, comment on le lit, ce graphique-là? Eh ben, sur l'axe en vertical, on va compter de manière régulière le nombre d'éléments qu'on a en cours dans notre processus. Donc, dans chaque étape du processus, on peut compter combien on a d'éléments à un instant donné. Et on va récupérer à intervalles réguliers combien on a d'éléments dans le processus et voir l'évolution au cours du temps. Donc ça, c'est la lecture selon l'axe des X. OK. La quantité globale et la quantité par étape de processus, dans le processus. Ensuite, on a aussi la lecture horizontale. Et là, c'est l'axe des temps. C'est combien de temps il nous faut pour traverser le processus, de la première étape jusqu'au terminé. OK. Donc, de manière globale, on a notre lead time avec une approximation de la moyenne du lead time de manière globale de combien de temps ça met pour traverser le processus. Et vous avez aussi le temps par étape du processus. OK. Donc, ça permet de voir où on en est dans le projet au cours du temps. OK. Donc, vous avez aussi les arrivées et vous avez le débit en sortie. OK. Donc, ce graphique-là, je ne l'avais pas au début, mais suite à l'annonce un peu trop optimiste du mon programme manager, j'ai été récupérer les données dans les fichiers de suivi, dans les minutes des meetings, et j'ai reconstruit le graphe. OK. Donc, on est là au mois de mai. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh ben, la première chose, c'est sur les 36 équipes, finalement, on en a commencé, mais finalement, terminé, on n'en a que 19. Donc, grosso modo, oui, on a fini 50% du projet, mais pas 90%. Donc ça, c'est le premier enseignement. Et maintenant, j'ai une métrique pour étayer ma perception qui était, non, on n'est pas à 90% du projet. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est en regardant la tendance du débit. Et si je sais le nombre de choses que j'ai à faire et que je connais ma progression, je peux faire l'intersection et savoir si je n'ai pas d'incident, à la vitesse actuelle, le projet sera probablement fini autour de 8,51. Donc, c'est-à-dire juste avant la fin de l'année. Du coup, l'annonce de le projet sera fini en juin, on ne l'atteindra pas, puisqu'il nous faudra 6 mois de plus si on va à la tendance actuelle. Donc, du coup, maintenant, j'ai une métrique qui va étayer la perception que j'avais de l'avancée de mon projet. OK. Et donc, du coup, je vais appeler mon programme manager pour lui partager ce que j'ai appris de cette analyse. Et la réaction, elle fut assez violente. OK. Il n'était pas content, vraiment pas content. Et il va lui falloir 2 jours pour se calmer et redescendre dans les tours et accepter la réalité que non, il ne livrera pas dans 3 mois et non, le projet, il n'est pas fini à 90%. Il va falloir plus de temps. OK. Donc, voilà un peu un premier exemple de comment on peut utiliser les métriques Kanban pour faire de la planification. Allez, je reviendrai sur le projet tout à l'heure et on va continuer.
Alors, souvent, on me demande, Sébastien, montre-nous des vrais tableaux Kanban. Ah, voici le tableau Kanban de ce projet. Ok. Donc, on visualise le processus, les différentes équipes qu'on était en train de bouger dans le processus et les différentes pratiques Kanban. Alors, pour Kanban, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vous renvoie à la présentation que j'ai faite hier dans la première journée. Kanban, ce n'est pas juste un tableau avec des colonnes et des post-it. Peut-être que certains d'entre vous étaient dans la présentation d'hier. Et puis sinon, bah, la vidéo sera partagée très prochainement. OK. Donc, voici un exemple. Alors, pourquoi cette différence de perception sur l'avancement du projet? Bah, ce qu'il y a, c'est qu'en tant qu'humain, on a des grosses difficultés à estimer et à prévoir. Donc ça, il y a eu beaucoup de travaux de recherche en psychologie, notamment Daniel Kahneman. C'est le plus connu avec Thinking Fast and Slow. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, mais ce n'est pas le seul à avoir étudié le sujet. On a vraiment un problème en tant qu'humain à faire des estimations et des prévisions. Ok. Un autre auteur, un essayiste, c'est Taleb, qui en parle dans The Black Swan. Peut-être que c'est un livre que vous connaissez déjà. Alors, ça, c'est les aspects assez génériques, psychologiques des essais. Et ce qui est intéressant, c'est les deux autres auteurs, Savage avec The Flow of Averages et Hubbard avec The Failure of Risk Management. Eux, c'est des auteurs qui regardent ces aspects à travers la gestion de projet, project management. Et donc, ils explorent, mais pourquoi on a ces problèmes-là dans la gestion de projet et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à la gestion de projet et à la gestion des risques. Donc, je vous conseille la lecture de ces deux livres, de Savage et de Hubbard. Okay. Donc, il y a vraiment un problème humain. Voilà. Cette introduction a fait un peu longue, donc effectivement, donc il y a des difficultés à estimer et à prédire, parce qu'en fait, le plan qu'on fait, c'est une intention, pas une prévision. Donc, du coup, on a besoin d'instrumenter pour mesurer l'avancement réel. Et là, les CFD, les cumulative flow diagrammes, peuvent vous aider à vous confronter à la réalité. Okay. Donc, initialement, ça peut provoquer des fortes réactions émotionnelles, mais par la suite, ça va vous aider à désamorcer l'émotionnel et réaligner les parties prenantes et anticiper et gérer les crises. Okay. Donc, dans la suite de la présentation, on va voir ensemble comment construire un CFD. On verra ensuite des cas d'usage. Et en quatrième partie, on verra les limites et les conditions d'application de ce que je vous présente aujourd'hui avant de passer à vos questions. Alors, passons dans la deuxième section qui est construire un CFD. Alors, construire un CFD, c'est très simple, il y a deux méthodes. Il y a la méthode basique et la méthode plus avancée. Alors, commençons par la méthode basique. La première méthode, c'est de prendre son tableau Kanban avec les colonnes correspondent aux différentes étapes de notre processus et à compter le nombre d'items, le nombre de post-it qu'on a dans chaque colonne à intervalles réguliers. Donc, tous les jours ou toutes les semaines, je vais compter combien j'ai d'éléments de travail dans mon étape 1, dans l'étape 2, dans l'étape 3 et combien j'en ai terminé, combien j'en ai livré. Et je compte tous les jours ou toutes les semaines. Et ensuite, avec mon tableau, je vais dans Excel et je vais faire un stack diagramme. Okay. Et on voit le nombre d'éléments que j'ai terminés, le nombre dans l'étape 3, le nombre dans l'étape 2 et le nombre dans l'étape 1, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, la méthode basique, elle est très simple. Il n'y a pas plus à en raconter. Alors, passons à la méthode avancée. Donc, ça, c'est la méthode 2, méthode avancée. Dans la méthode avancée, on ne va pas compter le nombre d'éléments que vous avez dans chaque étape. On va plutôt regarder pour chaque élément de travail, chaque ticket qui a un identifiant unique, quelles sont les dates de transition de mes tickets? Quand est-ce qu'on rentre dans l'étape 1? Quand est-ce qu'on passe dans l'étape 2? Quand est-ce qu'on passe dans l'étape 3? Quand est-ce qu'on a terminé? Okay. Et je reporte ces dates, je collecte ces dates régulièrement dans mon tableau. Donc, ticket 1, il est rentré dans l'étape 1 à telle date, et ainsi de suite, jusqu'au terminé. Et je collecte mes dates régulièrement. Et à partir de ce tableau-là, je peux facilement, dans un tableur avec un Conti, peux compter le nombre d'éléments de travail que j'ai dans chaque étape. Okay. Et je retombe sur mes pattes par rapport à la méthode 1. Et ensuite, je peux refaire mon stack diagramme dans mon tableur préféré. Okay. Donc, la méthode est un peu plus complexe, mais c'est intéressant de savoir que cette méthode existe
parce que si vous avez des outils informatiques ou des plugins dans des outils bien connus, c'est très souvent cette méthode avancée qui est utilisée. Donc, c'est intéressant de savoir comment c'est fait pour savoir bien analyser et savoir ce qui peut se passer pour bien analyser et comprendre les graphes. Ok. Un autre avantage, c'est que avec cette table de dates pour chacun des tickets, c'est que vous allez pouvoir faire des analyses plus avancées, des analyses de lead time, des analyses de distribution ou des analyses d'âge des tickets. Ok. On va en parler tout de suite après. Ok. Donc, c'est intéressant de savoir que les deux méthodes existent et on va voir les avantages et les inconvénients de chacune des deux méthodes. Ok. Donc, c'est simple. Alors, les avantages, les inconvénients. La première méthode, elle est très simple, il suffit de compter, c'est très bien adapté au tableau physique, ok, quand on a un tableau physique à un mur. Ok. Alors, un avantage, c'est que ça montre certaines exceptions du processus, notamment quand on a des retours en arrière. Alors, en théorie, on ne devrait pas retourner en arrière dans le processus, mais en pratique, on sait que ça existe. Donc, ça, on va le voir avec la première méthode, la méthode basique, ok, quand on a des abandons, des annulations. Un deuxième avantage, c'est que comme on fait une collecte de données avec des photos instantanées, nos photos, elles sont fixes. Ok. Une fois qu'on les a prises, elles ne changent pas. Donc, on a des mesures consistantes dans le temps. Un point où j'ai mis un point d'interrogation, alors, c'est que les courbes, elles peuvent baisser. Alors, il y a certains auteurs, ils vous disent, si les courbes, elles baissent, c'est que vous n'avez pas un cumulatif flow diagramme. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Ce n'est pas très intéressant. Je ne vais pas me lancer dans un troll, une discussion troll. Donc, je vais botter en touche et juste dire une propriété de la méthode 1, c'est que les courbes peuvent baisser. Les désavantages, les inconvénients, c'est qu'on doit collecter les données de manière régulière parce que sinon, si vous ne collectez pas vos données, vous ne pouvez pas remonter dans le passé. Donc, si vous oubliez de collecter vos données, vous aurez un trou dans vos données. Okay. Et le dernier inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas faire d'analyse plus avancée. À l'inverse, la méthode 2, c'est le contraire. La méthode est un peu plus compliquée. Ça dépend des fonctionnalités de votre outil intégré. Okay. Vous pouvez perdre des infos sur le processus. Par exemple, quand votre ticket il revient en arrière, qu'est-ce qui se passe dans ma table de date? Si le ticket revient en arrière, on efface la date. Et quand le ticket repassera dans le processus, on remettra la nouvelle date. Donc, ça veut dire qu'on a des inconsistances dans les mesures du passé. Si on fait des retours en arrière, ça veut dire que notre graphe sur des mesures passées, elles peuvent être changées parce qu'on a un retour en arrière. Donc, c'est un inconvénient. Alors, une propriété de la méthode 2, c'est que les courbes, elles ne peuvent pas baisser. Voilà. C'est un avantage, un inconvénient. Je vote en touche, je dis juste, c'est une propriété de la méthode 2. Alors, les avantages, c'est que si vos données de transition sont collectées par l'outil, vous allez pouvoir reconstruire le graphique du passé. Et c'est exactement ce que j'ai fait dans les exemples précédents. Okay. Je suis arrivé en milieu de projet, j'ai collecté mes données du passé et j'ai pu reconstruire le graphe depuis le début du projet. Okay. Et l'autre avantage, le dernier avantage, c'est que comme vous avez toutes les dates, vous pouvez faire des analyses plus avancées de lead time par élément, par étape du processus, faire des analyses de distribution et faire des analyses d'âge de vie ou des aging charts qui sont très populaires en ce moment. Donc, en termes d'outillage, vérifiez ce que vous avez dans vos outillages existants. Peut-être que vous l'avez déjà. Et puis sinon, si votre outillage ne le supporte pas ou alors s'il le fait très mal, c'est pas grave, ça ne doit pas être un frein. Je vous ai montré comment le faire. C'est très simple à faire dans votre tableur préféré. Okay. Donc, l'outillage ne doit pas être une raison pour ne pas collecter et analyser vos données. Hier, j'en parlais. Un critère essentiel pour savoir si des équipes vont pouvoir progresser avec Kanban, c'est est-ce qu'elles collectent leurs données et est-ce qu'elles les analysent pour prendre des décisions. Okay. Donc, pour conclure sur cette deuxième partie, construire un CFD, c'est simple. Il n'y a pas besoin d'investissement financier, il n'y a pas besoin de faire des développements. Okay, pour commencer. Vous pouvez commencer très simplement. Okay. Donc, faites-le. Okay. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas le faire. Alors, voyons maintenant des cas d'usage. On peut faire plein de choses avec les cumulatifs flow diagrammes, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie planification et prévision. Et les questions clés qu'on se pose, c'est combien de temps ça va nous prendre pour atteindre notre prochain jalon ou pour finir le projet? Quand est-ce que ça sera fini? Qu'on est dans les temps?
Est-ce qu'on est en retard? Où sont les problèmes et comment agir? Et là, les cumulative flow diagrammes, on va voir, ça va vous aider à visualiser et monitorer l'avancement de vos projets. Donc, je vous ai sélectionné 3 exemples dans des contextes très variés. Alors, c'est des contextes IT. Peut-être, je pense qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui sont dans des contextes IT. Sinon, j'espère que les gens qui ne sont pas dans l'IT, ils arriveront à faire des passerelles avec leur contexte. Mais du coup, des exemples très variés pour vous montrer que c'est applicable un peu partout. Donc, le premier exemple, j'ai déjà commencé à l'introduire. Donc, on est dans un projet qui était en gestion de projet très traditionnel et qui, en milieu de projet, est parti en mode Kanban sur un projet d'infrastructure IT et on était 4 personnes dans la core team pour gérer le projet. Le deuxième exemple que je vous montrerai, c'est un projet qui était en méthode agile, méthode Scrum, dans un domaine de data analysis, analyse de data, avec 15 personnes. Et le troisième exemple, c'est un projet en mode waterfall et plus précisément en mode water scrum full, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire cycle en V, avec les équipes de développement en Scrum en bas de votre cycle en V, et puis tout le reste, les business analysts, les testeurs, ils sont dans le cycle en V. Donc tout le reste du projet est en cycle en V, les équipes Scrum. Donc ça, c'est un gros programme d'intégration et de personnalisation de logiciels où on ne va pas faire juste de la customisation ou de la configuration, on va faire vraiment des développements lourds dedans. OK? Donc, développement logiciel lourd dans un projet d'intégration. Et ce projet, c'est à peu près 150 personnes. OK? Quand on compte les développeurs, les testeurs, les opérations, les business analysts, les project managers, programme managers et tout le monde, on est à peu près à 150 personnes. OK? Donc, 3 exemples très variés. Ah. Planifier, je vous en ai donné déjà un exemple. OK? Donc, on regarde notre scope, on regarde la tendance et on voit où ça nous met. Si tout se passe comme dans le passé. OK? Et on verra les limites de cette approche. Donc, ça, c'est une approche one-shot. OK? On peut le faire une première fois. Par contre, les données, je vous encourage à continuer à collecter vos données très régulièrement, passer à du monitoring. OK? Monitorer l'avancement de votre projet. OK? Donc, vous avez dit, ce projet-là, il est passé en mode Kanban. Donc, on a continué à garder les métriques et à monitorer pour éviter de ne plus avoir de désalignement sur la perception de l'avancement. OK? Donc, ce graphe-là, on l'a mis régulièrement à jour toutes les semaines et c'était le premier point qu'on voyait dans nos weekly de projet. Et c'était aussi le premier point qu'on voyait quand on avait des revues de management tous les mois ou tous les trimestres. OK. Donc, ça s'est passé tellement bien, ce projet, qu'avec ces métriques, on a pu construire la confiance avec les sponsors. Et du coup, comme ça se passait bien avec les sponsors nous ont dit, ah, Sébastien, ça se passe bien le projet, ça ne fait pas de vagues, vous avancez bien, on a confiance, on comprend où vous en êtes. Ça serait bien que vous preniez en charge le projet équivalent pour la BU d'à côté, la business unit d'à côté. Ils n'ont personne pour faire le projet équivalent. Donc, est-ce que vous pouvez le faire? Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire notre périmètre, en fait, il augmente de 50%. On se reprend 50% d'équipes en plus dans notre projet. Donc, du coup, j'ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Par contre, laissez-nous plus de temps puisque notre scope, il augmente. Donc, ils ont dit, pas de problème, on a confiance. Vous nous montrez, vous êtes très transparent, vous nous montrez l'avancement. On voit que l'avancement, vous avancez bien. Donc, allez-y, prenez votre temps. OK? Donc, du coup, on a continué en mode Kanban. On a appliqué les 6 pratiques et les principes que j'ai expliqués dans la session d'hier. Et notamment, on a fait de l'amélioration continue. S'améliorer collaborativement, évoluer expérimentalement. Donc, du coup, là, ce graphique, c'est à peu près au mois de septembre, OK, donc quelques mois plus tard. Et du coup, comme on est parti en amélioration continue, on a pu rattraper, on va dire, du délai qu'on avait rajouté suite à l'augmentation du scope. Donc, dès septembre, on voyait, finalement, on a rattrapé déjà 5 mois, puisqu'on arrive à une fin de projet en janvier, malgré le scope qui augmente de 50%. Et ça, c'est les métriques qui nous ont aidés à partir en amélioration continue. Donc, comment il a fini ce projet? Eh ben, on a continué à accélérer et finalement, on a terminé 8,50, donc c'est-à-dire juste avant Noël. OK? Donc, du coup, on a pu finir tranquillement le projet
et partir en vacances et profiter des fêtes sans être stressé. OK. Alors, pourquoi partir en amélioration continue? Moi, je vous conseille de vraiment faire de l'amélioration continue, même si le monitoring il vous dit tout va bien, que vous allez à la bonne vitesse. C'est parce que l'amélioration continue, c'est une mesure de prévention contre les imprévus. OK. Donc là, dans cette histoire de projet-là, je vous ai dit, bah, il nous est arrivé des choses. OK. On a eu une augmentation du scope et on a pu gérer cette augmentation du scope sans impacter la date finale parce qu'on est parti en amélioration continue. Et il nous est arrivé d'autres choses. Par exemple, début décembre, j'ai le responsable d'infrastructure qui m'a appelé. Sébastien, est-ce que tu peux finir le projet avant le 31 décembre, s'il te plaît? Parce que si on est obligé de conserver des équipements allumés au 1er janvier, on va devoir payer des licences de support sur le hardware. Donc, ça nous intéresse que tu finisses le projet avant le 31 décembre pour faire des économies. Alors, bah, on était début décembre, on était déjà bien parti. Donc, je lui ai dit, écoute, pas de souci, on est bien parti, je vais continuer de monitorer. Si j'ai un souci, je te le dis. Et donc, du coup, il n'y a pas eu de souci, on a fini avant Noël, il a pu débrancher ses équipements et on a pu faire des économies. Donc, il y a des opportunités aussi comme ça que vous pouvez avoir en monitorant. OK. Donc, monitorer, ça va vous permettre d'exploiter certaines opportunités et de répondre positivement. OK. Et aussi de voir quels sont les effets de votre amélioration continue. Voilà pour le premier exemple. Et vous allez me dire, mais Sébastien, ça c'est le cas idéal, c'est quand tout va bien. Qu'est-ce qui se passe quand ça se passe moins bien? Ça, c'est le deuxième exemple, le projet Agile en mode Agile, mode Scrum. Alors, même principe, on regarde quel est le périmètre pour le prochain jalon. Donc là, on avait 228 fonctionnalités. Quand est-ce que c'est le jalon? On voit qu'on a le jalon dans à peu près 3 mois plus tard, et on va regarder la tendance pareil. Et là, ce qu'on voit, c'est que sur la tendance, eh ben, si on continue au rythme actuel, on va être en retard. On va avoir 10 semaines de retard. OK. Donc, du coup, vous avez un signal d'alerte très en avance que vous allez très probablement être en retard. OK. Donc là, le conseil, c'est d'aller enquêter. Qu'est-ce qui se passe dans votre processus? OK. N'ayez pas une réaction impulsive et de dire ah, c'est l'étape jaune qui a un problème, les gens ils bossent pas assez, ils bossent pas bien. Non, là, le problème, c'était pas l'étape jaune parce qu'on était dans un projet avec des gros enjeux, beaucoup de passion. Les gens, ils avaient la tête dans le guidon. Les développeurs, ils développaient à fond, à fond, à fond et ils faisaient de la mauvaise qualité. Donc, du coup, ils donnaient des choses de mauvaise qualité aux testeurs et ça s'accumulait en test. Donc, il n'y avait pas de problème de test, il y avait un problème de qualité des développeurs. Donc, il ne faut pas sauter sur les conclusions, il faut vraiment aller analyser. Alors, dans ce projet-là, effectivement, les gens, ils étaient beaucoup sous pression. Même en donnant des signaux d'alerte, eh ben, ils n'ont pas pu corriger le tir. Et tous les projets de ce portefeuille-là, parce que c'était un projet parmi plusieurs autres, eh ben, tous les projets, ils ont fini en retard. Ce qui s'est passé, c'est que plus tard, le programme manager, il est venu me voir et il m'a dit, Sébastien, excuse-moi, tu nous as tout expliqué, tu nous as tout montré. On était tellement de pression, on avait tellement la tête dans le guidon qu'on n'était pas capable de comprendre. Ok. Maintenant, je me rends compte que tu nous as tout expliqué. Je m'excuse. Ok. Mais merci quand même de nous avoir prévenus. Donc, c'est des choses comme ça qui peuvent arriver. Vous avez beau faire vos cumulatifs EDR, vous avez beau remonter des alertes. Les gens, s'il y a beaucoup de stress, les gens, ils sont peut-être pas capables de vous écouter et de comprendre ce que vous leur dites. C'est pas grave, vous aurez fait votre travail de refaire remonter l'alerte. OK? Donc ça, c'est un deuxième exemple où les choses se passent un peu moins bien et ça permet d'anticiper les retards. Comme vous pouvez le voir, eh ben, on peut anticiper les retards déjà 3, 6, voire 9 mois à l'avance. OK? Le premier exemple, c'est déjà 9 mois à l'avance, je disais quelle est la date la plus probable de fin du projet. Donc, vous avez encore du temps pour corriger les choses. Alors, vous allez me dire, oui, mais mon projet, c'est encore pire, je n'arrive pas à lire de tendance. Bon, c'est l'exemple du troisième projet, du programme, du programme en mode waterfall, Water Scrum Fall. Eux, ils faisaient littéralement 200 choses en même temps, 200 choses en même temps, et on ne voyait pas les choses avancer. OK, j'ai pas de tendance. Qu'est-ce qui est important? Sur quoi on travaille? Eh ben, on ne savait pas. Il y avait tellement de choses et personne n'avait de vue complète.
Donc, techniquement, le projet, il était hors de contrôle. Donc, du coup, comment j'ai utilisé le cumulative flow diagramme? Alors, le cumulative flow diagramme, je l'ai fait et puis je l'aurais présenté de manière régulière toutes les semaines. Alors, effectivement, on ne peut pas faire de planification, mais l'information importante, c'est justement, on ne peut pas en faire. Et c'est l'information que vous pouvez faire passer auprès du management et des sponsors, c'est l'état du projet est tel qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de planification. Et c'est très important dans ces cas-là parce que ça veut dire qu'il faut arrêter de faire des promesses aux clients ou à vos sponsors. Ok. Il faut remettre le projet sous contrôle et seulement après, vous pourrez faire de la planification. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai sorti les cumulatifs, le diagramme, j'ai fait l'analyse des données, je l'ai présenté régulièrement et à un moment donné, les gens sur le programme, à un moment donné, ils ont commencé à écouter. Ah oui, Sébastien, il nous présente toutes les semaines depuis 5 mois les cumulatifs, le diagramme. Effectivement, on n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on a pu travailler sur le programme pour stabiliser ce programme et améliorer les choses. Et une fois qu'on a stabilisé le programme, alors au début, dans la phase de stabilisation, on ne peut pas encore faire de planification, mais une fois qu'on l'a stabilisé, on se remet dans les cas où on peut faire de la planification, comme je vous l'ai montré, de la planification très qualitative. Ok. Mais ça, c'est qu'une première étape, ok, pour aller vers des méthodes plus avancées. Ok. Donc, ça veut dire que le cumulative flow diagramme, même si vous ne pouvez pas faire de prévision, vous pouvez l'utiliser en tant qu'outil pour piloter le changement. Et aujourd'hui, le changement, il y a des termes très à la mode qui s'appellent les transformations ou les transformations agiles. Ok. Donc, le cumulative flow diagramme, si vous ne pouvez pas encore l'utiliser pour faire de la planification et des prévisions, utilisez pour piloter vos transformations. Ok. Et aujourd'hui, sur ce même projet, maintenant, on peut avoir des pratiques de planification et de prévision plus avancées, notamment on fait des simulations Monte-Carlo. Et vous allez pouvoir aussi utiliser des pratiques plus avancées de gestion du flow et des pratiques plus avancées de Kanban, notamment gestion du discovery, gestion du delivery, gestion du point d'engagement et une meilleure gestion du oui. OK. Donc, voilà 3 exemples différents. Alors, que faire de ces observations et de ces alertes? OK. Là, mon conseil, c'est engager une conversation avec vos clients, vos sponsors, votre management. Parce que même si vous êtes en retard, en fait, votre cumulatif flow diagramme, il vous alerte bien en avant. Vous avez encore du temps pour prendre des actions correctives. Ok. Vous pouvez encore faire des choses pour récupérer le coche. Ok. Et présenter à vos clients et vos sponsors les options possibles. Ok. Est-ce qu'on fait des heures supplémentaires? Est-ce qu'on staffe les équipes? Est-ce qu'on automatise? On change d'outil? Est-ce qu'on change les façons de travailler? Est-ce qu'on fait de l'amélioration continue? Est-ce qu'on réduit le périmètre ou est-ce qu'on réduit les performances? Ou est-ce qu'on décale les jalons? Donc, les options, vous avez encore ces options disponibles. Vous ne vous retrouvez pas à 2 jours de la release ou à 2 jours du jalon à dire à votre client, on va être en retard, on n'a pas tout fait, il y a plein de bugs. Et puis, en fait, ce qui n'est pas fait, en fait, c'est les choses les plus importantes. OK. Peut-être que ça parle à des gens. Ça vous est peut-être déjà arrivé. OK. Avec Multiflow Diagram, vous voyez ça à l'avant. Donc, vous pouvez aller voir tout de suite vos clients. Moi, j'ai eu ça sur un projet que j'ai accompagné. On a commencé le projet et au bout de 15 jours, on avait suffisamment de données pour voir on ne tiendra pas le jalon dedans 2 mois. Du coup, le product owner, il est allé tout de suite voir les clients et il a discuté. Et les clients, ils ont pu choisir par rapport à leurs contraintes. Donc, mon conseil, c'est aller voir vos clients, engager une discussion et laissez-les choisir la meilleure option en fonction de leurs contraintes. OK. Pourquoi les projets, vous ne pouvez pas les sauver? C'est comme ça, mais au moins, vous pouvez faire en sorte de ne pas avoir de crise. OK. Vous pouvez anticiper et éliminer vos crises longtemps à l'avance et faire un plan qui convienne à tout le monde. Alors, réaligner, laissez parler le cumulative flow diagramme à votre place. Parce que parfois, argumenter on ne va pas tenir la date, c'est compliqué et on tombe dans des discussions, des argumentations sans fin, OK, qui sont basées sur du gut feeling, sur des impressions. Donc, effectivement, initialement, le cumulative flow diagramme, il peut provoquer de fortes réactions, comme je vous l'ai montré. Mais vous avez un avantage avec le cumulative flow diagramme, c'est qu'il a une nature factuelle, mesurée et visuelle. Donc, du coup, vous n'avez pas besoin de passer de l'énergie et à trouver des arguments. Montrez le graphique, c'est une mesure factuelle. OK.
Vous n'avez pas besoin de vous battre dessus. OK? Vous présentez la graphique, vous présentez l'analyse et il n'y a plus besoin d'argumenter. Du coup, ça permet de désamorcer l'émotionnel et les croyances. Alors, désamorcer, ça ne veut pas dire que ça ne va pas exploser. Mais au moins, vous allez pouvoir contrôler l'explosion. OK? Si les gens ne sont pas contre. Et du coup, vous allez pouvoir réaligner les parties prenantes assez rapidement sur la vraie réalité du terrain. Vous n'avez plus besoin de gaspiller votre énergie à convaincre de où vous en êtes réellement. Présentez votre cumulatif diagramme et c'est tout. Et du coup, ça va vous permettre d'éviter les dénis, les blâmes et les marchandages. Okay. Peut-être que vous allez avoir des vagues émotionnelles, des petites vagues de marchandage, mais les gens, eh ben, ils vont passer assez rapidement. Une fois qu'ils ont compris la vraie situation, ils vont passer rapidement en mode solution. Ils vont vous dire, OK, maintenant j'ai compris, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment je peux aider? Les gens vont passer en mode solution et ça va vous aider à anticiper les risques d'après. Okay. Donc, communiquer régulièrement aux différentes parties prenantes en leur apportant de la transparence de façon répétée et en montrant l'avancement et les améliorations au cours du temps. Okay. Comme ça, vous améliorez la compréhension et vous construisez la confiance. Alors, pour finir cette section, je vous ai présenté différents exemples, ce n'est pas exhaustif. Et mon conseil, c'est vraiment utiliser les cumulative diagrammes. Une fois que vous avez les mesures, utilisez-le comme un outil de discussion parce que vous avez encore du temps pour prendre des actions correctrices. Okay. Et ça vous permet, en outil de communication, de réaliser tout le monde en minimisant les résistances et en minimisant vos efforts pour réaligner tout le monde. Quatrième partie, je vous ai dit, c'est dangereux, il y a des limites à cette approche, on va dire qualitative, et on va éclairer ces limites, okay, pour pouvoir bien l'utiliser. La première limite, oui, mais c'est une ligne de tendance. Sébastien, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Moi, quand j'accompagne les équipes, parfois les managers ils me disent, non, mais ça peut pas marcher comme ça, c'est comme ça dans mon équipe. Finalement, ils collectent les mesures, ils font les analyses, et quelques temps plus tard, ils viennent me voir. Sébastien, tu avais raison. C'est exactement ce qui se passe. J'ai quelque chose de linéaire en sortie de mon cumulatif diagramme. Je ne comprends pas. Alors, on va voir pourquoi ça marche. Euh, Une ligne de tendance, en fait, ce qu'on fait en traversant juste ces deux lignes, en fait, on fait une régression linéaire de manière très simplifiée. Ok. C'est simplifié et donc, du coup, il faut faire attention. Parce qu'un prérequis, des prérequis pour faire une régression linéaire, c'est qu'il faut suffisamment de pointes pour que notre régression linéaire elle soit stable. C'est pour ça que certaines équipes qui sont en mode Scrum, qui essayent de faire des prévisions avec des moyennes glissantes à 3 ou 5 points, ils tapent toujours trop, trop haut ou trop bas, parce que 3 ou 5 points, ce n'est pas suffisant pour avoir quelque chose de stable. Okay, on peut avoir des tendances trompeuses. Donc ça, il faut faire attention. Il faut suffisamment. Le deuxième point, c'est que pour faire une régression linéaire, il faut une relation linéaire, c'est-à-dire il faut un système stable en karaté. Et j'expliquerai qu'est-ce que c'est un système stable, un projet stable. Ah, les avantages de juste tracer deux lignes comme ça et de voir où ça s'intersecte, c'est un, c'est visuel. Deux, c'est très simple à faire et à expliquer. Et trois, ça évite la phobie des maths. Parce que si j'essaye de faire la prévision et de la planification en disant on va faire des simulations de Monte-Carlo, on va faire des régressions linéaires, on va utiliser des analyses de courbes de Weibull avec des fat tails, des sin tails et des analyses spectrales, là, je vais affoler tout le monde et personne ne va m'écouter. OK. Donc, cette approche qualitative que je vous présente aujourd'hui, elle est très intéressante pour une première approche, pour un premier pas. Comme ça, vous allez pouvoir introduire ces métriques-là du cumulatif flow diagramme, habituer les gens, les acclimater, et ensuite, vous allez pouvoir passer sur d'autres méthodes un peu plus évoluées et un peu plus complexes, okay, sans faire peur aux gens. Okay. Typiquement, c'est ce que j'ai fait sur l'exemple du troisième exemple. J'ai commencé avec une approche qualitative, et maintenant, je leur ai rajouté du Monte Carlo. Donc, on a vu les avantages. Les inconvénients, il y a deux inconvénients et deux gros dangers. Et c'est là où les auteurs et les experts qui vous disent il ne faut surtout pas faire ce que je vous présente aujourd'hui, c'est parce que les deux gros dangers, le premier, c'est on ne connaît pas l'exactitude de la prévision et on ne connaît pas la précision. Quand on parle d'exactitude, par exemple, c'est est-ce que je suis en retard de 10 semaines, est-ce que je vais finir dans 10 semaines ou est-ce que je vais finir dans 20 semaines? Ça, c'est l'exactitude.
La précision, c'est est-ce que je vais finir dans 10 semaines avec une marge d'erreur de 100% ou est-ce que je vais finir dans 20 semaines avec une, une marge d'erreur de 5%. Donc, la précision, c'est ça. Ok. Donc, avec une méthode qualitative, on a de gros problèmes avec l'exactitude et la précision. Donc, c'est pour ça que c'est dangereux. Et c'est pour ça que la recommandation, c'est une fois que vous êtes prêt, passer sur des méthodes un peu plus quantitatives, comme les simulations Monte Carlo. Parce que les simulations Monte Carlo, elles vont vous apporter une meilleure exactitude, et puis vous allez pouvoir modéliser des intervalles de confiance et des marges d'erreur qui conviennent à votre projet. Vous allez pouvoir modéliser d'autres choses comme des sources de variabilité et modéliser des scénarios, ok, en fonction de votre contexte. Ah, on parlait système en équilibre, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, système en équilibre, souvent on parle de la loi de Little avec ses conditions d'application. Alors, tout ça c'est vrai, mais aujourd'hui, je ne vous ai pas parlé de la loi de Little. Donc, OK, c'est vrai, mais on ne va pas l'utiliser aujourd'hui. On peut l'utiliser pour d'autres choses. Alors, stabilité de l'environnement, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un débit stable avec une quantité de WIP qui est stable, une quantité de travail en cours qui est stable dans notre processus. Il faut qu'on ait un mix de nos éléments de travail qui soit à peu près stable. Il ne faut pas qu'on ait tous les gros d'un coup et tous les petits d'un coup, parce que quand on a tous les gros, ben, on va ralentir, et quand on a tous les petits d'un coup, ben, on va peut-être accélérer. Ok. Et du coup, le mix d'éléments de travail, que ce soit en taille, en complexité ou en type de travail, ça va impacter votre dynamique. Ok. Donc, il faut faire attention. On est aussi impacté par l'équipe, les effectifs, les compétences. Si vous avez des démissions, des burn-out, des choses comme ça, vous perdez des compétences, il faut réintégrer des nouvelles personnes qui n'ont pas l'expertise, faire un ramp-up, donc vous allez ralentir. Donc il faut faire attention à l'environnement. Les techniques, est-ce que vous changez vos techniques? Est-ce que vous changez vos technologies? Est-ce qu'il y a des changements d'outils? Est-ce qu'on change de domaine métier? Parce que si on change de domaine métier, eh ben, les gens ils vont devoir tout réapprendre, donc vous allez ralentir. Donc il faut faire attention. Ok. Donc un indicateur, que peut-être les choses sont en train de changer dans votre processus, c'est la quantité de travail en cours, la quantité de WIP que vous avez dans votre processus. Quand cette quantité change, c'est un indicateur avancé que votre débit va changer plus tard. Ok. Que vous allez soit accélérer, soit ralentir. Donc, du coup, c'est un indicateur qu'il va falloir revoir les prévisions. Ok. Ah, quelques conseils pour améliorer la stabilité. Ah, c'est des conseils de gestion du flux et de Kanban. C'est de limiter votre WIP d'abord. Ensuite, collecter et analyser votre flux avec les CFD, les lead time, les âges des éléments. Travail dans votre flux. Et puis, visualiser et gérer les bloqueurs, les dépendances, l'âge des éléments et vos risques. Donc, quelques conseils pour bien stabiliser votre flux. Ah, pourquoi ça marche? OK? Parce qu'en fait, toute chose égale par ailleurs, en fait, la capacité de livraison, elle dépend de deux facteurs. Le premier, c'est la taille de l'équipe. Le deuxième, c'est l'organisation du travail. Alors, la taille de l'équipe, parce qu'en fait, même si vous avez des demandes qui arrivent de manière irrégulière, en fait, le goulot d'étranglement, c'est l'équipe. OK? Parce que l'équipe, elle travaille déjà à sa capacité maximale. Parce que si les gens ne travaillaient pas déjà à 100% sur le projet, ça ferait longtemps que vous les aurez réassignés à d'autres projets. Donc, les gens sur le projet, ils travaillent déjà à 100% et c'est eux le boulot d'étranglement. OK. Parce qu'en plus, le backlog, il est rarement vide. Sinon, on réassigne les gens. Alors, vous allez me dire, oui, mais j'ai de la variabilité. Oui, bah, la variabilité, les causes communes de variabilité, elles sont déjà dans vos mesures. Donc, elles sont déjà dans le cumulatif flow diagramme. Par contre, ce sont les causes spéciales de variabilité, hein, cause commune, cause spéciale pour ceux qui font du Lean, du Deming ou du Six Sigma, vous connaissez. Et donc, c'est les causes spéciales qui vont impacter votre tendance. Par exemple, c'est, on a d'autres data centers qui prennent feu. C'est déjà arrivé qu'il y a des fournisseurs OVH, bah, le data center il prend feu et puis il y a des gens, ils n'ont plus de site web pendant 15 jours. Ok. Une autre cause spéciale, ça peut être, il y a une réallocation sur un autre projet. Donc, bah, ça, c'est une cause spéciale, donc c'est normal que vous ralentissez. Ok. Donc, changer la dynamique d'un CFD, ça veut dire changer le système de travail, c'est-à-dire rajouter des ressources supplémentaires ou alors effort et patience pour travailler différemment. Ok. Donc, faites attention aux limites d'utilisation et prenez bien soin de vérifier les conditions d'application. Les conditions que je vous ai présentées et les limites, elles ne sont pas exhaustives, donc faites très attention.
Ok, et mon conseil, c'est de vraiment bien gérer le flux de manière proactive. Alors, pour conclure, je vais montrer 3 exemples dans des contextes vraiment très variés. C'est pour ça que j'ai choisi ces exemples, pour que vous puissiez vous repérer et vous dire, oui, mais oui, ça marche aussi dans mon contexte. OK? Donc, pour finir, planifier avec les CFD, c'est simple. Vérifier les conditions d'application. Ça va vous aider à planifier, anticiper et réaligner les parties prenantes et construire la confiance. Donc, c'est simple, il n'y a pas besoin d'investissement, même si vous n'avez pas les outils, c'est très simple à faire dans Excel ou à la main. Et comme je vous le disais, l'approche qualitative que je vous présente aujourd'hui, c'est très important de bien la comprendre parce que, en fait, c'est ce qui se cache aussi derrière des approches un peu plus quantitatives ou probabilistes. Donc, c'est intéressant de connaître, on va dire, les méthodes basiques, on va dire, de précision et de planification. Comme ça va vous aider à aller plus loin. Alors, si vous êtes intéressé par Kanban, pour aller plus loin, moi je suis formateur agile, je crée des formations certifiantes Kanban University, donc n'hésitez pas à me recontacter. Et pour poursuivre les échanges sur le sujet, eh ben, je suis disponible par LinkedIn et par email. Donc n'hésitez pas à me contacter. J'en ai fini pour ma présentation et puis on a du temps pour vos questions. OK? Donc, je vous rappelle que les slides sont disponibles et vous avez le QR code pour donner vos feedbacks et avoir le code PDU. Sébastien, j'ai quelques Merci. questions. On peut commencer par la première. Donc, c'est Angelica Calvé qui dit, est-ce que les développeurs sont proactifs concernant ce type d'outils? Ce sont eux qui renseignent ou ce sont les managers qui le font? En gros, qui pilote le monitoring des métriques? Alors, ça peut être les deux. C'est assez simple à piloter les métriques. Donc, idéalement, si votre équipe peut le faire par elle-même, c'est toujours mieux en matière de gestion du changement parce que du coup, les équipes vont être impliquées dans la collecte des métriques et dans leur analyse. Donc, du coup, ils vont se sentir plus investis à faire des améliorations. OK? Donc, ça, c'est le cas idéal. Par contre, parfois, il y a peut-être un peu de résistance et c'est là où c'est intéressant d'avoir le manager qui prend le lead pour faire un acte de leadership, pour agir en tant que leader et commencer à amorcer la pompe dans, on va dire, dans l'adoption de ce genre de métriques. Donc, le manager, moi, j'ai déjà eu des cas comme ça où c'est le manager qui commençait de son côté pour comprendre et après, il a sensibilisé ses équipes. OK? Donc, ça va dépendre de votre contexte et puis des résistances au changement. D'accord. J'espère Deuxième question, que oui. quid de la planification initiale et si on n'a pas de données? C'est Alors, quand on Olivier. n'a pas de données, effectivement, ça peut être un peu compliqué. Moi, ce que je vois en pratique, c'est il faut une dizaine ou une quinzaine de points pour commencer à avoir des tendances. OK? Donc, si vous avez un projet très dynamique et que vous collectez les mesures tous les jours, ça veut dire qu'au bout de 15 jours, vous avez déjà des informations. Si vous avez un projet très lent, 10 points, ça veut dire 2 ou 3 mois. Donc, ça peut être un peu plus long. Ce que certaines personnes font, c'est que, alors il faut regarder après, hein. Comme je vous ai dit, ça dépend beaucoup de la taille des équipes, des compétences, de la nature du domaine, des technologies. Donc, il faut regarder, essayer de voir si vous ne pouvez pas avoir des données sur de l'équipe. Si vous récupérez une équipe qui a déjà travaillé ensemble, voir quelles sont les données de l'équipe sur le projet précédent. Si c'est la même équipe, les mêmes technologies, peut-être que vous aurez des données intéressantes. Mais ça, il y a tellement de facteurs qui peuvent fluctuer. Essayez de voir qu'est-ce que vous avez dans vos anciens projets. Et après, planifier et monitorer en continu pour réajuster. J'espère que c'est une réponse satisfaisante à la question. S'il y a plus, n'hésitez pas à me contacter. Merci Sébastien. Une question de Fabien Bidal. Bonjour, est-ce que l'amélioration continue avec Kanban est réalisée sous la même forme que le rétrospective Scrum ou est-ce qu'il y a des différences de forme ou de fond? Ouais. Alors, on peut commencer au départ par la même forme qu'en Scrum avec des rétrospectives. Et j'en ai parlé dans la présentation d'hier. Kanban, c'est pas juste un tableau avec des colonnes et des post-it, hein. Donc, j'espère que la vidéo sera publiée très prochainement. Et effectivement, on peut commencer par des rétrospectives à la matière Scrum. Et hier, ce que je disais, c'est utiliser vos métriques pour rendre vos rétrospectives qualitatives.
Et en rentrant dans vos rétrospectives qualitatives, en fait, vous allez transformer vos rétrospectives en ce qui s'appelle des flow revues ou des revues de flux. Et une fois que votre flux sera suffisamment performant, elles vont se transformer en service delivery review, donc revue de service. OK? Ça, j'en parle un peu plus, j'en ai parlé un peu plus en détail hier. D'accord. Je passe à une autre question de Angelica Calvé. Donc, dans l'exemple 3, étiez-vous dans le safe? Alors, dans l'exemple 3, effectivement, on avait un peu un gros mélange, je vous ai déjà dit, un water control, et effectivement, il y avait du safe. Il y avait quelques pratiques safe, notamment du PI planning, et les gens étaient très insatisfaits, donc j'ai enlevé le safe dans ce projet-là, parce que c'était pas leur besoin. C'était pas leur besoin, ils étaient tellement loin qu'il valait mieux enlever le safe et mieux piloter le flux. Mais effectivement, alors j'en ai parlé aussi hier que effectivement, on peut tout à fait utiliser Kanban avec d'autres méthodes. Ok, c'est pas incompatible. Là, j'ai pas enlevé la méthode de base. Ok, les gens, ils sont toujours dans l'exemple 3, ils sont toujours en water scrum fall, ok, en waterfall. Et je leur ai juste rajouté des métriques Kanban en plus, ok. Et de toute façon, en safe, il y a aussi du Kanban. Il y a du team Kanban, il y a du portfolio Kanban, il y a du programme Kanban, il y a du solution Kanban. Donc du coup, Kanban est tout à fait, vous pouvez toujours utiliser du Kanban avec du safe, ou Kanban avec du waterfall, ou Kanban avec du Scrum. C'est pas un problème. Sur la même slide, nous avons une question aussi d'Angelica. Qu'est-ce que vous aurez dû faire pour vous rendre compte plutôt de la qualité que la qualité était dégradée sur l'exemple 2? Voilà. Sur l'exemple 2, alors on peut toujours se poser la question là sur l'exemple 2, qu'est-ce qu'on aurait pu faire là avec la qualité des. Là, il aurait fallu faire une pause et, euh, et vraiment travailler sur la qualité, sur les requirements. Est-ce que les besoins sont correctement qualifiés? Est-ce qu'ils ont la bonne. Il y avait des problèmes sur les spécifications qui n'étaient pas au bon niveau. Donc, du coup, effectivement, on teste, on avait des problèmes. Et puis, il y avait aussi des problèmes de pression et de culture, voilà, d'environnement. Donc, il peut y avoir beaucoup de choses. Il y a pas de réponse unique. Voilà, il faut regarder au cas par cas. Quand on est en retard, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ça dépend, c'est très contextuel. Il faut vraiment regarder qu'est-ce qui se passe sur le projet. Le CFD va vous dire, il se passe des choses pas très nettes. Allez enquêter. Enquêter et après, prenez les mesures adéquates. Donc, je botte un peu en touche, mais effectivement, chaque projet a son contexte, donc les mesures sont adaptées à chaque projet. Ça marche. Et c'était la dernière question que nous avons. Je pense que nous clôturons avec cette question-là notre séminaire. Je rappelle juste que dans le lien que j'ai partagé au début de la conférence, il y a les coordonnées de Sébastien. Si vous avez si, sur la présentation, si vous souhaitez poursuivre la discussion avec Sébastien, vous pouvez le contacter directement. Et je remercie pour le PIAF, Sébastien, pour cette conférence. Merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui dans cette conférence.